Bonjour, merci à tous d'être venus si nombreux. Je suis Sylvie Kaufmann, journaliste au Monde, et j'ai donc le grand plaisir d'accueillir Michel Barnier aujourd'hui pour une conversation que je conduirai donc pendant 1h30 avec John Henley, qui est grand reporter chargé de l'Europe au Guardian à Londres. En fait, il était basé à Londres jusqu'à ce qu'il trouve l'atmosphère du Brexit tellement pesante qu'il a demandé à être déplacé à Paris. Donc il est un peu l'avant-garde de l'exode britannique. Mais il n'a pas rompu les ponts avec Londres. Il continue, il fait une chronique et un podcast sur le Brexit chaque semaine que vous pouvez voir sur le site du Guardian. Monsieur Barnier, merci infiniment d'avoir tenu vos engagements, parce que je dois dire que à un moment, on s'est demandé si, vu la tournure des événements sur le Brexit qui ne cesse de nous étonner, vous seriez en mesure de tenir votre promesse de venir ici, mais vous l'avez tenue, et donc on vous en est vraiment très reconnaissant. Voilà, je vais essayer de résumer votre carrière très rapidement. C'est difficile parce que j'ai consulté votre biographie, il faut faire court, détaillée, on pourrait passer la moitié de la séance. J'ai oublié de dire que la dernière demi-heure sera consacrée à vos questions, à un échange avec vous. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les préparer. Et donc vous êtes savoyard, ça je crois qu'en France on le sait, c'est un détail important je crois dans votre identité politique. Vous êtes engagé dans le mouvement gaulliste à l'âge de 14 ans, vous avez été le plus jeune député de France à 27 ans, et puis vous avez occupé un peu toutes les fonctions politiques. Vous étiez donc député, sénateur, président du Conseil général de Savoie, plusieurs fois ministre, à des portefeuilles très différents, l'environnement, les affaires européennes, les affaires étrangères, l'agriculture et la pêche. Vous me corrigerez si j'en ai oublié. Puis, vous avez aussi une carrière... alors, ça, c'était dans les gouvernements en France, Balladur, Juppé, Raffarin et Fillon, je crois bien. Et puis, vous avez une carrière européenne aussi très complète, député européen, 2 fois commissaire à la politique régionale et au marché intérieur, où je crois que vous avez eu moins de mal à être nommé que votre successeur Sylvie Goulard. Et puis, vous avez été vice-président de la Commission. Vous avez aussi été... vous avez participé à la Convention sur l'avenir de l'Europe au début des années 2000. Voilà, et c'est intéressant parce qu'on voit en politique française, on vous a souvent un peu sous-estimé, et il y en a un qui vous a pas du tout sous-estimé, c'est Jean-Claude Juncker, dont vous avez été le conseiller spécial pour la défense et la sécurité, mais surtout qui un jour vous a proposé de devenir, il y a exactement 3 ans, négociateur en chef pour cette extraordinaire affaire du Brexit. Voilà, alors je vous donne la parole pour quelques minutes, et puis après nous vous soumettrons à la question. Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous, même si d'ailleurs, avec ces lumières qu'on a dans la figure, là, on n'arrive pas à vous voir, donc j'en suis désolé. Heureux de vous retrouver ce matin dans un lieu un peu inhabituel pour moi, enfin, sauf comme il m'arrive souvent d'aller au théâtre, mais rarement de faire du théâtre, et encore moins de la comédie, surtout sur ce sujet. Donc je suis, Sylvie John, très heureux de répondre à vos questions et de participer à ce dialogue, parce que j'ai une conviction depuis le premier jour de cette négociation extraordinaire, c'est qu'elle ne peut pas être secrète. C'est aussi pourquoi j'ai accepté de maintenir cet engagement ce matin, bien qu'on se trouve dans une situation très sensible dans la phase de négociation où nous sommes avec le gouvernement de Boris Johnson. Mais je pense que néanmoins, toutes les occasions comme celle que vous m'offrez d'expliquer, de faire la pédagogie de cette négociation, c'est du point de vue de la démocratie utile. Voilà. Donc, merci d'avoir été un peu brève sur mon passé. Vous avez dit que j'avais occupé toutes les fonctions, sauf 2 en fait. Je n'ai pas été président de la République et je n'ai jamais été maire. Voilà. Mais néanmoins, c'est pas fini. J'ai une attache
très, très durable à ma province. Vous avez oublié de dire une chose qui est importante pour moi dans mon parcours, parce qu'elle a des conséquences aujourd'hui, et en tout cas j'ai des leçons que je tire de cette période. Ce sont les 10 années que j'ai passées avec Jean-Claude Killy à organiser les Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville. Et c'est 10 années pour 16 jours. Hein. C'est un bon entraînement pour le Brexit. Enfin, une école de ténacité en tout cas. Voilà, donc, voilà. Mesdames, Messieurs, cette négociation est extraordinaire parce que le Brexit lui-même, la décision prise par une majorité de citoyens britanniques démocratiquement à l'occasion d'un référendum en juin 2016, est extraordinaire. Ma conviction sur cette négociation, c'est que le Brexit, c'est lose-lose depuis le début, perdant-perdant. Donc c'est une négociation négative. Et Jean-Claude Juncker, quand il m'a confié cette mission il y a 3 ans, qu'ensuite je suis devenu le négociateur de l'Union, c'est-à-dire des 27 gouvernements, et travaillant aussi avec le Parlement européen, qui aura le dernier mot de notre côté. C'est lui qui ratifie. C'est que c'était une négociation négative, mais qu'il fallait la conduire, puisque c'est la volonté du Royaume-Uni, avec, de mon point de vue, 2 engagements permanents qui m'habitent et qui me conduisent tous les jours dans cette négociation. Un, organiser cette séparation, ce divorce, d'une manière ordonnée. C'est l'intérêt commun des 2 parties, de l'Union et du Royaume-Uni, que de se séparer de manière ordonnée plutôt que désordonnée. Deuxièmement, le deal, comme on dit, ou l'accord sur un retrait ordonné, ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque l'accord sur le Brexit consiste à détricoter 44 années d'intégration. 44 années que nous venons de vivre ensemble, les Européens, avec le Royaume-Uni. Et je peux bien témoigner de l'influence importante du Royaume-Uni dans cette construction européenne, notamment dans ce qui est devenu le marché unique aujourd'hui. Il faut détricoter tout ça. 700 accords. Les Britanniques quittent 700 accords en quittant l'Union européenne. 700 accords internationaux de commerce, la pêche, l'aviation. Tout ce que nous avons fait ensemble est signé ensemble au nom de l'Union avec des partenaires tiers, des pays, des entreprises, des organisations internationales. Donc il faut détricoter tout ça. Ça, c'est la conséquence juridique et mécanique du Brexit. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour moi, le plus important, c'est la reconstruction d'une relation durable et ambitieuse avec ce pays, puisqu'il restera là où il est, à côté de nous, un grand pays que personnellement j'admire et j'ai toujours admiré pour son histoire, sa solidarité avec l'Europe, sa culture. Quelques-uns ou quelques-unes de ces hommes politiques, notamment Churchill, mais nous devons reconstruire une relation avec un pays qui va rester là, notre partenaire économique, notre ami et notre allié, s'agissant de la sécurité et de la défense. Et ça, c'est la deuxième négociation que j'espère, sous l'autorité de la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avec le Conseil et le Parlement, commencer le plus tôt possible, dès l'instant où le Brexit sera organisé de manière ordonnée. Voilà. J'ai ces 2 engagements en tête depuis le premier jour, et je les aurai jusqu'au bout, avec naturellement de mon côté une obligation qui est celle de défendre tous les jours, calmement mais fermement, les intérêts de l'Union européenne, dont je suis le négociateur. Les intérêts de ses citoyens, nous en parlerons, les intérêts de ses entreprises, de ses régions, les fondations de l'Union européenne. Ça, c'est ma responsabilité. En partant, les Britanniques ne peuvent pas nous demander d'affaiblir, on dit en anglais unravel, ce que nous sommes.
Et c'est pour ça que cette négociation, je termine sur ce point, n'est pas habituelle, au-delà du fait que c'est un pays qui quitte l'Union européenne. Ce n'est pas une négociation commerciale. Ce n'est pas du bargaining. Moi, je ne demande pas des concessions aux Britanniques. Et ils ne peuvent pas nous demander des concessions sur ce que nous sommes, sur ce qu'ils quittent. C'est eux qui quittent l'Union européenne, ce n'est pas nous qui les quittons. Donc nous allons rester ce que nous sommes à 27, avec ce marché unique, ses fondations, ses valeurs, et nous allons à 27 devoir reconstruire avec le Royaume-Uni une autre relation. Très bien, merci beaucoup. Ah, vous dites très bien. Merci. Non, bien. J'avais envie de dire, en fait, vous l'avez évoqué un petit peu quand vous avez parlé des 700 accords, côté juridique, pratique du Brexit. Mais j'avais envie de demander juste qu'en première question, est-ce que quand Jean-Claude Juncker vous a demandé il y a 3 ans d'accepter ce rôle, est-ce que vous avez jamais imaginé un instant que ça allait devenir aussi compliqué que ça ne l'est devenu? D'abord, j'ai été très, très honoré que Jean-Claude Juncker me pose cette question. Il me l'a posée d'ailleurs un jour où nous étions ensemble à Varsovie pour un sommet de l'OTAN avec l'Union européenne. Le président Obama était là. Et j'étais à l'époque, un jour par semaine, son conseiller spécial pour la défense. Et donc il m'avait demandé de l'accompagner, de participer à cette rencontre très, très intéressante avec le président Obama. Et à ce moment-là, il m'a dit le Brexit vient d'être décidé par le référendum quelques jours plus tôt, en juin. Nous étions en juillet 2016 à Varsovie. Et est-ce que tu accepterais d'être le négociateur de la Commission? Et depuis le moment du Brexit, j'avais regardé, je trouve que j'étais au Conseil d'État à l'époque, donc c'est des sujets qui m'intéressent, j'avais regardé le processus, et le processus dit de l'article 50 du traité qui prévoit qu'on puisse quitter l'Union. Ce qui, au passage, prouve, s'il en était besoin, qu'on n'est pas prisonnier de l'Union européenne. Ce n'est pas une prison. On est là parce qu'on a envie d'y être, qu'on a besoin d'y être. Mais on peut quitter en prenant ses responsabilités. Donc cet article 50 que je connaissais assez bien, Sylvie, vous avez rappelé que j'avais participé dans les années 2000 à la convention que présidait à l'époque M. Giscard d'Estaing. J'étais même membre du présidium de cette convention. Et c'est dans ce présidium que M. Giscard d'Estaing était venu un jour, quand nous préparions les débats de la convention, en proposant cet article 50 pour bien montrer à tout le monde en Europe, contrairement à ce que disent un certain nombre de populistes, qu'on n'est pas prisonnier de l'Europe. Hein, on peut la quitter. Et cet article, il prévoit un processus de 2 années. Il demande aux pays qui quittent d'envoyer une lettre officielle pour engager le processus de négociation de retrait. Et ce processus doit durer 2 années. Donc, vous me posez la question, John. Je me suis dit, cette négociation va durer 2 années. Mais je me suis dit aussi qu'elle serait très compliquée. Vous avez hésité et si vous reprenez d'ailleurs la déclaration que j'ai faite, la toute première déclaration en prenant mes fonctions, c'était le 2 ou 3 octobre 2016, il y a 3 ans. Devant tous les journalistes à Bruxelles, j'ai dit « Je recommande que personne ne sous-estime la difficulté et le nombre des conséquences du Brexit. Le Brexit a des conséquences innombrables, sociales, humaines, juridiques, techniques, économiques, financières. » J'ai dit ça précisément et je recommande que personne ne sous-estime ces difficultés qui, si je dis franchement les choses, n'ont pas été expliquées aux Britanniques avant leur vote, pour la plupart d'entre elles. Donc, et les Européens non plus d'ailleurs. Donc nous avons comme première mission dans cette négociation qui n'a pas encore commencé, nous sommes en octobre 2016, de mettre à plat toutes ces conséquences. Parce que c'est ça qu'il va falloir traiter. Mais je n'ai pas d'expérience personnelle en matière de divorce. Dieu merci, mais beaucoup de mes amis ont vécu cette situation et on sait bien qu'un divorce est douloureux, qu'il est coûteux, qu'il a des conséquences. Donc on a, comme dans tout divorce, dû mettre à plat
C'est ce que j'ai fait avec mon équipe d'octobre 2016 à juin 2017, puisque la lettre de Theresa May enclenchant le processus de 2 années ne nous est parvenue qu'au mois de juin 2017, après de nouvelles élections que Mme May a organisées dans son pays. Donc on a eu cette période-là pour préparer et pour mettre à plat objectivement toutes les conséquences. Je peux revenir sur toutes ces conséquences parce qu'elles sont, pour les citoyens, pour les entreprises, extrêmement nombreuses et parfois très, très précises. Et en quoi consistait le traité? À apporter de la certitude juridique par rapport à toutes et chacune des incertitudes créées par le Brexit. Et c'est un traité de 600 pages. Hein. Je ne vous invite pas à le lire parce que il n'y a pas beaucoup d'images et puis c'est compliqué. Mais c'est un traité qui... Puis on n'est pas sûr qu'il va être appliqué non plus. Non, mais je souhaite qu'il le soit, parce que Sylvie, si les Britanniques souhaitent vraiment quitter l'Union européenne de manière ordonnée, ce traité est le seul possible. Parce que ce n'est pas un traité qu'on a imaginé tout seul de notre côté. Ce n'est pas un traité qui est fondé sur des raisons ou des intentions idéologiques. Nous avons fait un travail méthodique, sérieux, objectif, et finalement, nous l'avons accordé avec Theresa May et le gouvernement britannique. C'est un traité conjoint. Un deal, c'est ça un deal. Hein. C'est un deal, il faut être 2 pour faire un deal. Et nous avons été 2. Hein. Alors, donc oui, j'ai imaginé que ça serait très compliqué. Et je n'ai pas été déçu. Et alors, au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à un moment tout à fait crucial, puisque à 2 semaines d'un sommet européen qui sera déterminant, et puis surtout à 3 semaines de l'échéance théoriquement fatidique à laquelle le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne. Est-ce qu'un accord est toujours possible avant le 31 octobre ? Moi, je travaille depuis 3 ans pour trouver un accord avec les Britanniques. Nous l'avons trouvé en novembre l'année dernière avec les Britanniques, le gouvernement du Royaume-Uni, et avec Theresa May, le Premier ministre du Royaume-Uni. C'est ce traité, qui est accompagné, je le dis en passant, je suis prêt à y revenir, d'un autre document aussi important que le traité du divorce, qui est une déclaration politique plus facile à lire, de 26 pages, qui décrit la future relation de manière assez précise sur tout ce que nous sommes d'accord pour bâtir ensemble après le Brexit. Donc ces 2 documents font un package, qui est donc, pour lequel nous attendons depuis maintenant presque 1 an qu'il soit approuvé par le Parlement britannique. Hein. Bon. Il y a un nouveau gouvernement depuis le mois de juillet qui nous dit qu'il remet en cause une partie de cet accord, une partie grave et importante, notamment concernant la situation la plus sensible, qui est celle de l'Irlande. Et Boris Johnson, comme nous le souhaitions, a fait il y a quelques jours des propositions qui sont les propositions britanniques, qui sont la position britannique. Je ne suis donc pas étonné qu'il trouve un soutien pour ces propositions. Hein. En tout cas, son parti, c'est légitime, ce sont des propositions du gouvernement britannique. Donc, sauf qu'un deal, ça se fait à 2. Ah non, en général. Donc, nous sommes prêts et nous avons engagé des discussions sur ces propositions et sur nos remarques et nos propres positions depuis quelques jours. Je vais être très franc avec vous, mais si je vous déçois, je vous prie de m'en excuser à l'avance, mais au moment où je me trouve, au cœur de cette discussion, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, c'est dire des choses qui pourraient être contre-productives. Je veux être utile, parce que je souhaite cet accord. Il est possible, mais il est très difficile. Et sur les bases proposées par M. Johnson, si elles ne changeaient pas, je ne vois pas comment nous pouvons, en raison du mandat que j'ai reçu des 27 gouvernements, des 27 chefs d'État et de gouvernement et du Parlement, je ne vois pas comment nous pourrions avancer. Et moi, je souhaite avancer. Donc, pour être tout à fait précis, et je ne pourrais pas en dire beaucoup plus,
Hier et les jours précédents, nous avons rencontré l'équipe britannique de négociation, qui est une équipe compétente et professionnelle, et nous avons expliqué nos propositions à nouveau, ce dont nous avons besoin pour trouver un accord, notamment en Irlande. Nous avons écouté les propositions britanniques, nous avons posé beaucoup de questions, nous avons indiqué qu'il y avait au moins 2 problèmes extrêmement graves qui doivent être l'objet d'un nouvel examen du côté britannique et sur lesquels nous attendons que les Britanniques reviennent avec des propositions différentes. Et si c'est le cas, nous sommes prêts dès lundi à nous retrouver. Je suis prêt, s'il y a de nouvelles bases, à enclencher une négociation continue dans les jours qui suivent et à trouver un accord. Je pense que si les Britanniques comprennent bien les positions européennes, qui sont aussi des propositions d'intérêt général pour l'Irlande, alors nous pourrons discuter. Aujourd'hui, un accord est très difficile, mais il reste possible, et c'est en tout cas le vœu que j'ai, et la disponibilité qui est la nôtre, d'aboutir à cet accord. Après, je peux revenir, si vous le voulez, sur les problèmes que nous avons en Irlande, parce que, encore une fois, il n'y a pas d'idéologie. Mesdames, Messieurs, je peux parler de l'Europe et du reste avec beaucoup de passion, même si je suis savoyard, on est capable de passion, parfois contenue. Mais j'ai toujours parlé de l'Europe avec de la passion, mais s'agissant du Brexit, je me suis promis à moi-même que je ne mettrai pas d'émotion ni de passion. Je travaille sur des faits, sur des chiffres, sur des bases légales, sur des réalités. Et j'essaye de trouver patiemment, comme nous l'avons fait, comme nous avons trouvé, des réponses objectives, juridiques, opérationnelles aux faits et aux réalités. Et s'agissant de l'Irlande, nous devons être extrêmement attentifs à assumer vis-à-vis de cette île, des gens qui y vivent, qui ont une histoire difficile et qui a souvent été tragique. Nous devons assumer nos responsabilités. Merci. Sans rentrer trop dans le détail, et juste pour en finir avec ce chapitre sur l'état actuel des négociations, on a l'impression que le cœur du problème par rapport à l'Irlande et l'Irlande du Nord, c'est que ce qui commence à être acceptable, comme vous l'avez dit, dans le Parlement britannique, est inacceptable pour les 27 et pour l'Irlande, la République de l'Irlande, et vice-versa. Ce qui est acceptable pour les Européens n'est pas politiquement acceptable à Westminster. Encore une fois, le problème dans une négociation comme celle-ci, c'est qu'on trouve un accord à 2. Ce n'est pas... bien sûr, les Britanniques doivent se parler à eux-mêmes, ce qu'ils font d'ailleurs... Enfin, on ne comprend pas toujours, même quand on parle anglais. Nous devons parler ensemble et trouver un accord ensemble, comme nous l'avons fait avec Theresa May, qui a pris des engagements au nom du gouvernement britannique, qui sont des engagements sérieux, réalistes et nécessaires s'agissant de l'Irlande. Mesdames, Messieurs, je vais dire un mot de l'Irlande, parce que c'est sur ce point principalement, mais pas exclusivement, que porte notre désaccord aujourd'hui avec Boris Johnson. Que vous connaissez bien d'ailleurs l'Irlande, parce que... Oui, je connais bien l'Irlande. Comme commissaire à la politique régionale, vous avez été amené à leur attribuer les mon premier mandat de commissaire, c'était en 1999, à prendre en charge un programme qui venait d'être mis en place, et je l'ai soutenu et augmenté, qui s'appelait le programme Peace, la paix entre les communautés d'Irlande du Nord. C'était quelques temps après la signature de cet accord historique qu'on appelle le Good Friday Agreement, qui a mis fin au conflit en Irlande du Nord. Après un conflit qui a coûté la vie à 3000 personnes, et qui n'est donc pas si lointain. Et des hommes courageux, des femmes courageuses ont décidé de surmonter leurs différends et d'établir cette paix et d'en établir les conditions à travers le Good Friday Agreement. Des coopérations nord-sud, il y a 140 coopérations entre le sud et le nord, environnement, santé, emploi, que l'Europe soutient par le droit européen, par le budget européen, par des programmes et des politiques européennes. Il n'y a pas de frontières.
aucune frontière sur l'île d'Irlande entre deux pays qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande, la République d'Irlande, dans le même marché unique et dans la même union douanière. Vous êtes ici où je me trouve, au Royaume-Uni, vous traversez ce théâtre et de l'autre côté, vous êtes en République d'Irlande. Vous traversez des routes, des champs, la frontière passe au milieu, la frontière politique, institutionnelle passe au milieu, mais vous ne la voyez pas. Ça, c'est une des conditions. Et on ne peut pas reconstruire de frontières, au risque de faire à nouveau provoquer des explosions. Or, le problème, mesdames, messieurs, je vous ai apporté un petit document très techno, mais je vais vous le montrer juste pour que vous ayez une idée de ce que je veux dire, qui est sur ces 3 colonnes, les contrôles que nous faisons, nous, Européens, à toutes et à chacune des frontières extérieures de l'Union européenne. Nous sommes un marché unique. Nous l'avons construit depuis le début. Le traité de Rome a été fondé sur le marché commun, qui est devenu le marché unique, avec Jacques Delors. Ce marché unique, c'est bien davantage qu'une zone de libre-échange. C'est un écosystème complet, avec des droits communs entre tous les participants, les 28 pays, des droits sociaux, des droits environnementaux, avec des normes communes, des standards communs pour les produits, pour la sécurité alimentaire. Ce n'est pas toujours parfait, mais nous progressons vers cette harmonisation des droits et des normes qui permettent des échanges faciles, avec une supervision commune. Vous l'avez rappelé, j'ai été commissaire à la régulation financière juste après la crise et j'ai reconstruit un système européen de régulation à travers 41 lois de régulation pour mettre un peu de transparence et de morale là où elles avaient disparu dans les marchés financiers. 41 lois qui sont communes, une supervision commune, une régulation commune et au-dessus de tout, une juridiction commune quand il y a des conflits ou des désaccords. La Cour de justice européenne. C'est ça le marché unique. Et donc c'est bien davantage qu'une zone de libre-échange. Et à l'intérieur de ce marché, il y a les 4 libertés qui sont garanties. Liberté de circulation des hommes et des femmes, liberté de circulation des produits, des services et des capitaux. Voilà ce qui a été construit. Donc, pour que ça fonctionne, on a à l'extérieur, à la frontière extérieure de ce marché, des contrôles pour vérifier que les produits qui rentrent ne sont pas contrefaits, qu'ils respectent les normes et les standards que nous exigeons pour la consommation. Il y a des contrôles fiscaux, parce qu'il y a des produits qui arrivent de pays avec lesquels nous n'avons pas d'accords commerciaux, donc il y a des taxes, il y a des droits de douane, il y a la TVA qui alimente le budget des pays, et puis vous avez des contrôles, évidemment, dont je peux vous parler très longuement, sanitaires, sur les animaux. Sur le poulet. Oui, sur les poulets, par exemple. Un exemple, les Américains, je suis intéressable sur les poulets. Hein. Oui, on va aller assez vite sur le poulet. Non, mais c'est important de comprendre le problème que nous avons en Irlande et partout ailleurs. Les Américains fabriquent des poulets autrement élèvent des poulets autrement que nous ne le faisons. Et à la fin du processus d'élevage, ils ont l'habitude, pour exporter, pour veiller à la qualité de ces produits, si je puis dire, de les tremper dans un bain d'eau chlorée. Nous ne voulons pas de ces poulets sur le marché européen. Jamais. Les autres peuvent en acheter et en manger s'ils veulent, pas nous. Donc on ne va pas laisser rentrer des poulets de cette nature sur le marché européen. Mais les vaches, les porcs, on doit contrôler ce qui rentre chez nous. Pour protéger les agriculteurs, protéger la santé des personnes. Donc on a des obligations. Voilà. Donc en Irlande, où nous ne pouvons pas faire de frontières, nous devons faire ces contrôles. Parce que désormais, comme le souhaite le gouvernement britannique, et M. Johnson l'a rappelé, l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni, sera dans un territoire douanier différent de celui de l'Union européenne. Et il n'y a pas d'exemple dans le monde où entre 2 territoires douaniers séparés, mais limitrophes, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de contrôle. Nous devons contrôler. Et ce n'est pas contrôler, ce n'est pas une question irlandaise, c'est une question européenne. L'autre jour,
J'ai déjeuné avec Boris Johnson, avec Jean-Claude Juncker. C'était il y a 15 jours à Luxembourg. C'était la première fois que je le voyais en tant que Premier ministre. Et c'était très cordial. D'ailleurs, le contact était très bon et on est rentré dans les détails. Et il a repris cette phrase du pasteur Paisley, qui est un des acteurs unionistes en Irlande du Nord, qui a dit un jour c'est vrai que nos citoyens sont britanniques en Irlande du Nord, mais nos vaches sont irlandaises. Et j'ai dit elles sont européennes, vos vaches. Parce que, mesdames, messieurs, une vache qui rentre venant de Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, dans le même pays, Royaume-Uni, elle rentre dans le marché unique, mécaniquement, automatiquement. Elle rentre dans le marché français, allemand ou belge. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Non, il a dit « good point ». Mais ce sont des problèmes concrets, pardon d'être un peu dans les concrets, pratiques. C'est ça que nous devons traiter en Irlande, ensemble avec les Britanniques. D'ailleurs, dans l'intérêt des citoyens et consommateurs d'Irlande et de l'Union européenne, mais aussi dans l'intérêt des citoyens et des consommateurs britanniques en Irlande du Nord. Donc moi, je cherche des réponses à ça. Et donc, on avait trouvé des réponses avec Theresa May. Première réponse qu'elle n'a pas acceptée, une deuxième réponse qu'elle a acceptée. Et c'est ça qui est remis en cause. Et on doit trouver une solution qui préserve l'unité économique de l'île, qu'il n'y ait pas de conséquences dans la vie quotidienne des citoyens, parce qu'on ne peut pas reconstruire de frontières. Il faut faire les contrôles, il faut préserver la paix, et nous devons, nous, en même temps, protéger le marché unique. On ne peut pas laisser un trou de 500 km dans le marché unique, hein, à l'entrée du marché unique quelque part. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, juste pour en finir avec l'Irlande, est-ce que c'est un problème, parce que malgré vos explications qui sont très, très claires, pour beaucoup de citoyens européens et britanniques, ce qu'ils savent, c'est, bon, cette chose-là, le Brexit dure depuis 3 ans. Le problème semble être l'Irlande, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Est-ce que c'est un problème que est-ce que c'est un problème que le cœur du problème du Brexit est quelque chose de tellement technique que personne ne le comprend, ou les citoyens ne le comprennent pas vraiment? L'autre jour, le Premier ministre a dit, britannique a dit, ce sont des discussions techniques. Bien sûr, vous voyez bien qu'il y a de la technique dans ce que je vous dis, mais franchement, c'est pas de la technique. La paix, c'est pas technique. Hein. La protection de la santé et de la sécurité des consommateurs européens, c'est pas technique. La stabilité de l'île d'Irlande, c'est pas technique. Bien sûr qu'il y a des réponses techniques, des solutions techniques, puisqu'on est rentré et on rentre dans les détails. La proposition de M. Johnson consiste à reconstruire, il l'assume, non pas en dur, mais à remettre en place une frontière douanière. Nous avions proposé que l'île d'Irlande soit comprise dans son ensemble et exceptionnellement, de manière assez favorable à l'Irlande du Nord, les pays européens de l'Union avaient accepté et proposé que le territoire d'Irlande du Nord soit exceptionnellement partie prenante de notre territoire douanier européen et qu'on ait un alignement réglementaire. C'est ça qui a été refusé par Theresa May parce que certains ont considéré que ça créait des contrôles ou des barrières entre deux parties du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Et moi, j'ai dit que nous respections absolument et définitivement l'unité, la cohésion territoriale, institutionnelle du Royaume-Uni, mais que nous avions besoin de savoir ce qui rentre dans l'île. S'il n'y a pas de frontière dans l'île, on doit savoir ce qui rentre dans l'île, puisque en rentrant dans l'île, un produit, un animal rentre dans le marché unique de toute l'Europe. Donc, et c'est là-dessus qu'on doit trouver des solutions. Nous sommes prêts à continuer notre travail, mais y compris en faisant des mesures exceptionnelles, mais on doit trouver des solutions à cette question. C'est pas, bien sûr, les réponses sont techniques. Alors, dans les propositions de M. Johnson, il y a un autre point qui n'est pas acceptable pour nous, c'est que si nous trouvions une solution aujourd'hui, même si elle exige du travail technique après, pour l'île d'Irlande, il propose que cette solution pour l'île d'Irlande soit soumise à une décision unilatérale de l'Irlande du Nord, et même d'une partie des responsables de l'Irlande du Nord. On ne peut pas faire un accord avec l'Union européenne et nous avec le Royaume-Uni qui soit suspendu à une décision unilatérale d'une des deux parties.
Mesdames, Messieurs, les problèmes que pose le Brexit sont des problèmes concrets, immédiats, et nous devons trouver pour ces problèmes des solutions maintenant et des solutions durables. On ne va pas trouver des solutions provisoires, parce que le Brexit, il n'est pas provisoire s'il se produit. Alors, la paix en Irlande, elle ne peut pas être provisoire. La protection du marché unique et des citoyens et des consommateurs ne peut pas être provisoire. Donc nous devons trouver des solutions durables. Et un des points de désaccord aujourd'hui avec Boris Johnson, mais sur lequel nous sommes prêts à travailler, c'est cette idée que unilatéralement, les autorités d'Irlande du Nord pourraient suspendre l'ensemble de l'accord. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se retrouve comme au point zéro. En revanche, je dis ça pour votre journal et ses lecteurs, nous sommes prêts à travailler avec les Britanniques sur une meilleure association, une prise en compte évidemment de l'autorité de l'Irlande du Nord, des autorités de l'Irlande du Nord, des institutions de l'Irlande du Nord dans l'ensemble de ce processus. On peut améliorer, on peut travailler sur la gouvernance. Le point de vue des responsables d'Irlande du Nord est extrêmement important et nous devons le prendre en compte, comme celui d'ailleurs de Dublin, du gouvernement de la République d'Irlande. Alors, juste avant de venir à la méthode, parce qu'on aimerait bien que vous nous expliquiez comment, enfin, c'est un aspect très intéressant de ce Brexit, et l'aspect positif, en fait, c'est comment vous y êtes pris, notamment pour organiser l'unité de l'Union européenne. Mais juste une dernière chose, puisque vous décrivez la complexité de tout ça et l'enjeu, est-ce que vous pensez, ça fait quand même 2 ans et demi ou 3 ans que vous négociez, est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin d'encore un peu de temps? Pour bien avoir en tête le calendrier de cette longue négociation, moi j'ai pris mes fonctions le 1er octobre 2016. Nous avons reçu la lettre de Mme May en juin 2017, après les élections générales. Nous avons commencé aussitôt la négociation. Nous sommes parvenus à un accord avec le gouvernement britannique, je dis bien avec et pas contre ou sans, avec le gouvernement britannique en novembre il y a 1 an. Donc, nous n'avons pas besoin de plus de temps de notre côté. Je suis prêt avec mon équipe à travailler jour et nuit la semaine prochaine, quand on retrouvera les Britanniques, s'ils ont bien compris nos problèmes et qu'ils reviennent, comme je l'espère, avec des propositions plus conformes aux engagements qui sont d'ailleurs souvent communs. Il y a un engagement britannique de respecter le Good Friday Agreement dont j'ai parlé. C'est un engagement dont le gouvernement britannique est le co-garant. Donc nous sommes responsables de ce qui se passe en Irlande, pas seulement pour demain matin ou le lendemain du Brexit, mais pour plus tard. Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup visité l'Irlande, que j'aime bien. J'aime bien les gens d'Irlande, je me sens bien, et c'est toujours très émouvant. Et je suis allé plusieurs fois en Irlande du Nord. Et notamment, il y a un peu plus d'1 an, j'ai été au sud de Derry, Londonderry, où il y a aussi des événements tragiques qui se sont produits. Et au sud de cette ville d'Irlande du Nord, j'ai fait une halte dans un village qui s'appelle Dungannon, où j'ai rencontré en privé, sans journaliste, une 20aine de femmes qui travaillent dans un de ces programmes de coopération entre le Nord et le Sud, avec le soutien de l'Europe, notamment la formation. Il y a beaucoup de régions qui sont des régions en difficulté dans ce coin. Et je n'oublierai pas ce moment-là, parce que ce qui prouve bien que ce n'est pas de la technique, parce qu'en Irlande, ce qui est en cause, c'est d'abord les femmes et les hommes, et leur mémoire et leurs espoirs pour l'avenir. Et ces femmes, il y en a plusieurs qui pleuraient en me disant il faut pas que ça recommence. Il ne faut pas que ça recommence de voir leur père, leur mari, leurs frères partir et ne pas revenir. Donc on est aussi responsable de ça. On est tous responsables de ça. Donc il ne faut pas que ça recommence. C'est ça qui est en cause. Voilà. Donc s'il faut du temps pour une bonne raison, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est le Conseil européen qui se réunit le 17 octobre. Le Conseil européen, c'est la réunion des 28 chefs d'État et de gouvernement. Et
Et s'agissant du Brexit, ils se réunissent à 27 en formation Article 50. Et moi, je suis invité à rapporter, à faire le point. Et les 27 dirigeants, dont le président Macron, Mme Merkel, le Premier ministre de Taoiseach et le Premier ministre d'Irlande, sont là autour de la table et décident. C'est eux qui prendront cette décision. Comme l'a dit Mme von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission, à partir du début novembre, s'il y a de bonnes raisons, demandées par les Britanniques, une situation politique difficile ou des élections à organiser, il y aura, je pense, un accord du Conseil européen, mais je ne peux pas m'engager au nom du Conseil européen. C'est une décision qui appartient au chef d'État et de gouvernement. D'accord. Oui, je crois que situation politique difficile, je crois qu'on peut le décrire comme ça en Grande-Bretagne. On y reviendra tout à l'heure. Alors, donc, pour organiser cette négociation sans précédent, comme vous l'avez dit, c'est extraordinaire, vous êtes entouré d'une équipe que j'aimerais bien que vous décriviez, parce que c'est une équipe qui était très plurielle, très paritaire, je crois, et qui a joué un grand rôle. Expliquez-nous comment vous aviez notamment 2 adjointes. D'abord, voilà, alors expliquez-nous comment vous avez Je veux travaillé. préciser ce sur quoi portait notre travail. Notre travail portait sur les conséquences du Brexit. Peut-être on trouvera quelques minutes pour dire un mot des leçons du Brexit. C'est différent. Pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe? Pourquoi des votes à peu près comparables dans des élections chez nous, en Belgique ou ailleurs? Notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, c'est de demander pourquoi, et d'écouter, de comprendre et de répondre. Donc moi, j'ai eu la mission de répondre aux conséquences que j'ai expliquées, innombrables. Et donc j'ai demandé au président Juncker la possibilité de créer une équipe exceptionnelle. Statutairement, je suis directeur général de la Commission et ma direction générale, qui est l'équipe du Brexit, est rattachée directement au président de la Commission européenne. Elle le sera à nouveau avec Mme von der Leyen. Et je travaille avec tous les services. Et donc j'ai recruté une 50aine de personnes, totalement équipe paritaire, 50% d'hommes et de femmes, une moyenne d'âge de 38 ans. Et j'ai été entouré de 2 femmes exceptionnelles, qui maintenant ne sont plus avec moi parce que le mouvement bouge. L'une d'entre elles, Sabine Weyand, allemande, était mon adjointe dans la négociation, est devenue directrice générale du commerce. Donc elle est à un poste très important, stratégique pour une partie des nouvelles négociations avec les Britanniques, puisqu'il faudra renégocier un accord de commerce avec les Britanniques, retricoter ce qui aurait été détricoté par le Brexit. Et puis, une deuxième femme française, Stéphanie Rizzo, qui, elle, vient de me quitter pour devenir la chef de cabinet de la nouvelle commissaire française, Sylvie Goulard. Donc, elle a été... quelqu'un d'autre a pris le relais. C'est une autre jeune femme que je connais bien depuis très longtemps, qui est suédoise et tchèque, Paulina Deschmek, qui était au cabinet qui est toujours au cabinet de M. Juncker et qui suivait le Brexit depuis 3 ans, puisque nous avons travaillé sous l'autorité de M. Juncker et avec son cabinet qui était constitué de plusieurs personnes qui suivaient le Brexit. C'est une de ces personnes à qui j'ai fait appel pour être à mes côtés. Et puis, il y a combien de nationalités dans cette équipe? 18 nationalités. 18 nationalités, des gens extrêmement compétents venant des différentes directions générales, parce qu'il nous fallait des experts de tous les sujets. Ces 600 pages couvrent tous les sujets du détricotage. Je prends juste un petit exemple. J'ai plein d'exemples, mais concrètement, puisque j'ai été ministre de l'Agriculture, je suis attaché aussi à la qualité, à la traçabilité des produits agricoles. Nous avons, depuis le début de l'Europe, décidé de protéger ensemble des productions traditionnelles. Et pour tout dire, il y a 3000 protections aujourd'hui en Europe de fromage, de vin, d'huile d'olive. Le Beaufort, par exemple. Par exemple. Mais aussi le whisky écossais, le gorgonzola, la feta grecque, qui sont protégés. C'est-à-dire que quand on négocie un accord avec des pays tiers, les États-Unis, le Mercosur, le Japon, on protège pour éviter que des produits contrefaits rentrent chez nous. Donc voilà un problème. Qu'est-ce qui se passe après le Brexit? Le Royaume-Uni s'en va. Est-ce qu'on continue à protéger les appellations contrôlées britanniques dans nos négociations? Est-ce qu'eux continuent à protéger nos productions par rapport à des produits contrefaits? On sait bien que dans certains pays, on fabrique du whisky écossais.
ailleurs qu'en Écosse, qu'on fabrique de la feta grecque ailleurs qu'en Grèce. Hein. Donc nous avons trouvé un accord avec Theresa May et son gouvernement pour que dans tous nos futurs accords commerciaux, nous, Européens et eux, Britanniques, ils protègent nos indications durablement et nous protégions les leurs. Voilà. C'est le genre de questions pour lesquelles j'ai besoin, dans mon équipe, de spécialistes de ces protections. Voilà. Mais cette équipe est exceptionnelle, elle l'a été, elle le reste, et c'est cette équipe qui va maintenir son travail et se développer en bougeant, parce qu'il y a des gens nouveaux qui arriveront, pour préparer ce que Mme von der Leyen m'a demandé de préparer, et ce qui est encore une fois plus important à mes yeux que le divorce, c'est-à-dire la future relation qui va exiger une dizaine de tables de négociations différentes. Pour l'agriculture, pour le commerce, pour l'aviation, pour la pêche, pour les coopérations universitaires, pour Erasmus, pour la coopération policière et judiciaire, pour la coopération en matière de défense et de sécurité. Nous sommes prêts, je suis prêt à ouvrir une négociation sous le contrôle du Conseil européen et du Parlement dans tous ces domaines, parallèlement, dans un temps très court, pour reconstruire au total cette nouvelle relation qui va exiger, je dis juste ça en passant pour que vous compreniez, ce n'est pas la fin de l'histoire, qui va exiger ou un grand accord d'association avec le Royaume-Uni, ou plusieurs accords sectoriels qui seront pour la plupart d'entre eux, en termes juridiques, des accords mixtes, contrairement au Brexit. Des accords qui vont exiger la ratification simultanée du Parlement européen, de notre côté, et des 27 parlements nationaux, peut-être même de certains parlements régionaux, comme on l'a vu en Belgique, pour le Canada. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Si on veut avoir une relation durable avec le Royaume-Uni, il ne suffit pas de faire un accord avec eux, il faut que cet accord soit ratifié. C'est pour ça, mesdames, messieurs, que dans ma méthode, Sylvie, j'ai pris du temps, et je continue, pour visiter chaque semaine une capitale des 27, où je rencontre le Premier ministre, le ministre important du Brexit, le Parlement national, les syndicats et le patronat. J'ai visité chaque pays 3 fois déjà, donc je continue. Justement, en parlant de ces visites aux capitales, beaucoup d'entre nous ont été assez étonnés du fait que les 27, cette Union européenne qui très souvent a eu du mal à se mettre d'accord, sur beaucoup de choses. Sur la question du Brexit, a fait preuve d'une unité impressionnante. Est-ce que c'était difficile de maintenir? Est-ce que vous avez trouvé des problèmes à mettre tout le monde sur une ligne? Mais John, cette unité, elle n'est pas tombée du ciel. Hein. Elle a été construite, elle est, si je peux dire, cultivée tous les jours. C'est mon travail. Je suis le négociateur des 27 et je travaille avec le Parlement européen, où je me rends d'ailleurs chaque semaine, pour rendre compte. Cette unité, elle s'est faite par la volonté du président Tusk, qui préside le Conseil des chefs d'État, avec lequel nous avons élaboré, qui a élaboré des guidelines, des règles pour la négociation, qui sont mon mandat. Et tous les jours, je m'attache à ce que ce mandat soit respecté et que la ligne de négociation soit concertée avec les 27 gouvernements. Donc je vais aller un tout petit peu plus loin pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que j'ai inauguré une méthode assez nouvelle à Bruxelles, qui est celle de la transparence. Puissiez-vous être écouté. Non, parce que j'étais fatigué au début de voir qu'on commençait à discuter, puis qu'il y avait des fuites. Certains journalistes, parfois mieux placés que d'autres, avaient des fuites, et ça crée un mauvais climat. Et donc j'ai décidé que la transparence totale était préférable aux fuites. Et donc j'ai décidé que tous nos documents de négociation seraient publiés. Alors ça a un peu étonné, mais on pratique comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons indiqué à M. Johnson qu'une partie des documents de ces propositions, notamment la partie juridique, qu'il n'a pas voulu qu'on publie, qu'il n'a pas voulu publier pour l'instant, ça crée aussi des malentendus. Donc il vaut mieux jouer la transparence au point où nous sommes. Donc on a tout publié. Et puis, on a décidé de travailler en permanence en informant, parce que la raison de l'unité, John, la raison de la confiance, c'est la transparence, c'est le fait qu'on dit les choses. Et donc, pour être tout à fait précis, il y a un groupe de travail à Bruxelles des 27 gouvernements. Chaque gouvernement envoie un Brexit delegate
permanent. Ce groupe se réunit 2 à 3 fois par semaine depuis 3 ans. Ou depuis 2 ans, disons. Depuis 2 ans. Et mon équipe va rendre compte, c'était le rôle de Stéphanie Rizzo, toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine, à ce groupe de l'endroit où nous sommes, des problèmes que nous rencontrons. Et on mutualise. C'est une méthode totalement inclusive. Donc chacun de ceux des pays qui a des problèmes, parce qu'il y a dans l'Europe des pays qui ont évidemment des relations différentes avec le Royaume-Uni, historiquement, politiquement, économiquement. Les pays les plus proches ont des problèmes plus graves que les pays les plus lointains. Donc il faut tenir compte de tout ça. Il y a 8 pays qui sont concernés par un enjeu très important de la pêche, par exemple, puisque beaucoup de pêcheurs européens pêchent dans les eaux britanniques. Hein, et les produits britanniques transformés de la pêche sont exportés chez nous. Donc on a des problèmes spécifiques. Donc, je fais de l'inclusivité permanente. Et je fais la même chose au Parlement européen, où je me rends devant un groupe spécial des groupes politiques 1 fois par semaine. Voilà. Donc c'est ça qui a créé la confiance, hein, et l'unité. Hein. Mais bien sûr, il y a des sensibilités différentes. Quels pays étaient les plus difficiles auprès desquels il fallait travailler le plus? Mais sur je pense aux Polonais, aux Néerlandais. Les points fondamentaux de la négociation, consistant à trouver des solutions aux problèmes créés par le Brexit, on s'est mis d'accord très vite sur l'analyse objective de tous ces points. On a trouvé un accord entre les 27 sur ce qui était notre demande, parce que c'était nos intérêts. Après, vous avez des pays qui sont, je le répète, l'Irlande est le plus impacté. Les pays qui ont des pêcheurs. L'autre jour, je suis allé au Danemark, dans un port, parce que, encore une fois, ce n'est pas la technique et Bruxelles et la diplomatie, ce sont des hommes et des femmes. Je suis allé sur un bateau de pêche, dans un port à l'ouest du Danemark. Il faisait d'ailleurs moins 21 degrés. Je m'en souviens. Et j'ai passé un grand moment sur ce bateau de pêche. Ces pêcheurs pêchent 60% de leur capture dans les eaux territoriales britanniques, dans le cadre de la politique européenne de la pêche. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut trouver des solutions. Donc voilà. Donc on est là. Hein. Alors, vous avez dit à un moment que, en faisant ces multiples tournées des chefs d'État et de gouvernement pour leur expliquer et pour entretenir cette unité, vous avez constaté un moment de gravité oui. qui tenait, je crois, à l'environnement mondial et à un sentiment de gravité, c'est-à-dire c'est une des raisons de l'unité. De l'enjeu. L'unité, c'est bien sûr le travail que je fais, mais la première raison de l'unité, c'est cette responsabilité des chefs d'État et de gouvernement. Dès le début du Brexit, parce que c'était une décision historiquement grave qu'un pays, un grand pays de l'Union quitte l'Union, il y a eu ce moment de gravité, parce que la décision est grave, tout simplement. Et puis, quelques temps plus tard, il y a eu l'élection du nouveau président américain, M. Trump, qui a commencé à tenir un discours assez nouveau à l'égard de l'Europe. Hein. On n'était pas habitué. Non, tous les présidents américains, depuis le début de l'Union européenne, ont soutenu le projet d'intégration européenne, parce que c'est l'intérêt, dans le cadre de l'Alliance atlantique et de nos relations économiques, qu'on soit solidaires. Et le président Trump a tenu un autre discours à l'égard du projet européen. Et puis, il y a une situation géopolitique. Discours d'hostilité, on peut le dire. Il y a en tout cas, qui nous démontre une chose, mesdames, messieurs, qui est importante pour les citoyens que vous êtes, c'est que il y a un certain nombre de choses. Si on ne les fait pas, nous, Européens, pour nous-mêmes, ce n'est pas les autres qui vont venir les faire pour nous. Hein. Voilà. Je dis ça comme ça, en passant. Hein. Ni les Américains, ni d'autres. Donc il faut se prendre en main et assumer nos responsabilités. C'est ça la raison d'être du projet européen. Et puis il y a le contexte géopolitique qui nous entoure. Le bassin méditerranéen qui est très instable, la Libye, la Syrie, les flux migratoires provoqués par la pauvreté en Afrique et par les guerres. Donc tout ça crée un sentiment de responsabilité et crée un sentiment sur un point fondamental, et je trouve que le président Macron fait bien d'insister sur ce point, c'est que pour faire face à tous ces défis ou à tous ces challenges ou à ces nouvelles attitudes, la question qu'on doit se poser quand on est chef de l'État de la France, c'est la question que pose M. Macron, mais que vous devez vous poser, vous, mesdames et messieurs, individuellement, en tant que citoyens.
par rapport à tous ces défis, et je pourrais naturellement citer le plus grave d'entre eux pour moi, qui est le défi du changement climatique, la pauvreté, la sécurité en général, la question de la guerre technologique. Sur les 20 plus grandes entreprises de technologie médiatique dans le monde, 11 sont américaines et les 9 autres sont chinoises. Par rapport à tout ça, la question qu'on soit de poser, c'est comment on fait face pas en regardant dans le rétroviseur derrière nous, parce que derrière nous, on voit la France, l'Empire britannique, nos colonies, parfois des périodes plus heureuses. Regardons devant. Qu'est-ce qui est nécessaire pour relever ces challenges dans l'intérêt de nous aujourd'hui et de nos enfants et de nos petits-enfants? Et la question, elle est très simple. Est-ce qu'on relève ces défis? Et c'est d'ailleurs le contexte du Brexit, et c'est pour ça que parfois j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'on relève tous ces défis globaux en tant qu'Union européenne, ensemble, ou chacun chez soi, chacun pour soi? Et ce qu'a choisi la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est d'être solitaire, plutôt que d'être solidaire aujourd'hui. C'est ça qu'ils ont fait comme choix. Moi, je ne comprends pas, et je pense que je ne vais pas le critiquer, mais je peux dire que je le regrette. Je peux ajouter que pour notre pays, la France, et pour les autres, nous avons choisi, et nous voulons continuer de choisir, d'être ensemble. Je vais peut-être... J'aurais dû vous apporter un projecteur, hein. Mais je vais quand même vous montrer deux slides, si vous me permettez. Même si c'est de loin, oui, vous l'avez, mais je vais vous... Non, mais vous l'avez, c'est là, mais je vais vous montrer deux autres. Voilà. Ça, c'est une slide que M. Cameron a publiée. Vous vous souvenez de M. Cameron, hein, a publié il y a 6 ans, quand j'étais commissaire au marché intérieur, pour soutenir mes efforts sur le marché intérieur, pas sur la régulation financière, mais sur le marché intérieur. Et cette slide, elle montre les 8 ou 10 pays les plus importants économiquement du monde, tous les 10 ans. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens dans le top 10. Évidemment l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Et M. Cameron, dans son schéma, montre, et j'ai actualisé les chiffres, qu'au rythme probable de l'évolution de l'économie de l'Europe et des autres dans le monde, mesdames, messieurs, parfois on nous espère encore dans le monde, mais plus personne ne nous attend. Il faut bien vous dire ça. Et ceux qui disent le contraire, ils mentent. Plus personne ne nous attend. Donc, au rythme probable de l'évolution des uns et des autres, tous les 10 ans, il y a un des 4 qui est éjecté. Et en 2050, demain, après-demain, il n'y a plus que l'Allemagne qui est encore qui est 8e. Hein, voilà. Donc, et tous les autres sont éjectés du tableau. On n'est plus à la table. On n'est plus à la table de la grande table des dirigeants du monde, de quelques dirigeants du monde qui organisent l'ordre ou le désordre du monde. Donc si on n'est pas à la table, on est derrière la table, debout, on regarde ce qui se passe et on subit. Moi, je ne me suis pas engagé en politique quand j'avais 14 ou 15 ans derrière le général de Gaulle pour être spectateur. Hein. On n'a pas le droit de voter ou de prendre des décisions qui conduisent notre pays et les autres Européens à être sous-traitants ou sous influence des Chinois et des Américains. C'est ça qui est en cause et qui est un peu le background du Brexit. Hein. Pourquoi c'est important cette négociation, pas seulement pour la relation Union européenne-Royaume-Uni, mais aussi pour l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'on veut être à la table, mesdames et messieurs? Moi, je vous dis des choses comme je pense. Si on n'est pas à la table, on est foutu. On est foutu. On est spectateur. Le seul moyen pour les grands enjeux que j'ai cités, changement climatique, sécurité, pauvreté, changement numérique, c'est d'être ensemble, appuyé sur ce qui est notre principal atout, qu'on peut améliorer. Il y a plein de choses à améliorer à Bruxelles, et on peut mettre beaucoup plus de démocratie, moins de bureaucratie. Il y a plein de choses à changer. Mais le fond des choses, c'est ce que nous avons fait ensemble et qui fait que nous sommes respectés et que nous comptons. Et à partir des chiffres de M. Cameron actualisés, j'ai fait un schéma pour montrer ce que ça donne si on reste ensemble à 27. On recule, hein, parce qu'encore une fois, personne ne nous attend. Mais on est dans le top 4, top 5, top 3 en 2050.
et les Anglais ont disparu du tableau, hein, Voilà. tout seul. Non mais seul, on est progressivement éliminé de la table. Parce que personne ne nous attend, ni les Chinois, ni l'Inde, ni le Brésil, ni l'Indonésie, ni les Russes, personne. Donc, si nous voulons être respectés, défendre nos intérêts, sans complexe, défendre nos valeurs, et aussi participer au nouvel ordre mondial en donnant notre position, notre sentiment. Il faut être à la table. Voilà, l'heure tourne. Alors, une dernière question de John, et après nous passerons On va prendre les questions du salle. public, oui. Donc, en parlant de cette Grande-Bretagne qui a choisi, comme vous le dites, d'être solitaire et de faire face seule à l'avenir, pour revenir juste un petit moment sur le processus, est-ce que vous avez l'impression que le processus du Brexit serait déroulé différemment si ça avait été un autre pays? Ma question, en fait, c'est à quel point est-ce que la nature très particulière de la relation de la Grande-Bretagne avec l'Europe, la férocité des médias britanniques anti-européennes, la nature assez conflictuelle du système parlementaire britannique, à quel point est-ce que tout cela a contribué au problème, à la complexité du processus? De toute façon, le processus est complexe. Hein. Un. Deux, il y a au Royaume-Uni une attitude à l'égard de Bruxelles et de l'Europe qui n'est pas seulement celle du Royaume-Uni. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver des hommes politiques qui trouvent commode, ou parfois des femmes politiques, je ne cite personne, pour trouver des hommes et des femmes politiques qui trouvent commode de dire c'est la faute de Bruxelles quand ça ne va pas, de se défausser, de trouver un bouc émissaire avec Bruxelles. Et dans notre pays, mesdames et messieurs, il y a trop d'hommes et de femmes politiques qui rasent les murs au lieu de marcher au milieu de la route, qui n'assument pas, même quand ils sont à Bruxelles, comme quand ils étaient à Bruxelles. J'ai vu tellement de ministres, moi, dans mon parcours européen, qui arrivaient en retard, qui partaient en avance, qui n'écoutaient pas les autres, et puis de revenir toujours à la politique française qui est tellement hexagonale, alors que les problèmes ne sont plus hexagonaux. Il y a un de mes anciens collègues de la Commission européenne, britannique, que j'aime bien, qui s'appelle Chris Patten, qui était un conservateur, enfin qu'il est toujours d'ailleurs, des choses qui durent, mais éclairé, et qui était mon collègue commissaire chargé de la politique extérieure. Il était le dernier gouverneur de Hong Kong. Hein. Et un jour, il a fait une conférence à Cambridge, que j'ai lue avec beaucoup de passion, et que je cite quelquefois. Hein. Il a dit, est-ce que la défense de l'intérêt national est toujours seulement nationale? Nous sommes citoyens, hommes politiques, dans cette responsabilité de défendre l'intérêt de notre pays, de notre patrie, notre nation. Et moi, je suis passionnément patriote. Est-ce que la défense de l'intérêt de notre pays, au Royaume-Uni ou chez nous, passe seulement par des actions ou le cadre national? Évidemment pas, par rapport à tous les enjeux que j'ai cités tout à l'heure. On doit agir ensemble. On a des accords internationaux comme le climat, on a une masse critique qu'on crée ensemble avec le marché unique qui fait que M. Trump est obligé de nous respecter comme le président chinois, parce que s'ils veulent travailler avec nous, ils travaillent avec un marché de 500 millions de consommateurs qui ont les mêmes règles et 22 millions d'entreprises qui ont les mêmes règles et le même écosystème. C'est ça qui fait notre force. Donc il y a au Royaume-Uni une situation qu'on peut retrouver ailleurs, c'est ça que je suis en train de vous dire. Hein. Mais il est vrai aussi que les choix, les décisions prises par Theresa May, les lignes rouges qu'elle a choisies dès le début, ont quand même énormément compliqué la tâche. Non? Vous avez mon escalier, vous pouvez le montrer. Est-ce qu'on peut montrer le graphique le graphique voilà. Là, vous avez un graphique qui a eu beaucoup de succès, mais il n'y a pas de droit d'auteur. Hein, que j'ai publié, parce que j'aime bien expliquer les choses comme ça. Donc j'ai montré ce graphique qui montre les types de relations économiques. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité avec M. Johnson, les différentes relations que nous avons avec des pays tiers. Et donc, en haut, c'est le système le plus intégré, c'est l'Europe. Vous êtes membre de l'Union européenne et du marché unique et de l'Union douanière européenne. Et puis, avec d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union, ou
qui n'ont pas voulu y être, on a des relations différentes. Le deuxième niveau d'intégration, c'est la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. La Norvège n'a pas voulu être dans l'Union européenne. Il y a même un référendum. Ils ont refusé. On était prêts à les accueillir, mais ils n'ont pas voulu. Mais ils ont demandé à être dans le marché unique. Donc l'économie norvégienne, qui est très puissante, fait partie du marché unique. Mêmes règles, ils respectent la Cour de justice, etc. Et puis ensuite, en descendant, vous aboutissez à des relations moins intenses jusqu'à la dernière étape, qui est celle du Japon ou de la Corée du Sud, maintenant du Canada, qui se situe au niveau d'un accord de libre-échange. Mais ça veut dire des contrôles, des contraintes, mais on a des tarifs très bas ou inexistants, on n'a pas de quotas, donc on a un accord de libre-échange pour faciliter les échanges, et c'est, comme avec le Canada, mutuellement positif, ou le Japon. C'est ça que demande M. Johnson. M. Johnson, il veut un accord basique de libre-échange, très bien. Mais tous les autres modèles sont disponibles. Sauf que les lignes rouges de Mme May, que vous citez, et qui sont aussi celles de M. Johnson, même encore plus dures, elles les ai mises dessous chaque marche. Quand Mme May a envoyé sa lettre, quelque temps après, elle a fait un discours dans lequel elle nous a dit « Nous quittons l'Union européenne », c'est la volonté britannique, très bien, « Nous quittons aussi le marché unique et nous quittons l'union douanière ». Elle n'était pas obligée. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, elle est dans le marché unique. Mais la ligne rouge, c'est celle que j'ai mise en dessous. Le Royaume-Uni ne veut plus payer, ne veut plus respecter la Cour de justice, ne veut plus respecter le cadre réglementaire européen, ne veut plus respecter la liberté de circulation des personnes, ne veut plus de politique commerciale commune. Quand vous mettez toutes ces lignes rouges les unes avec les autres, le gouvernement britannique ferme lui-même les portes une à une. Elles sont toujours ouvertes, ces portes, si il le veut. Mais il faut changer les lignes rouges. Par exemple, le Parti travailliste, je parle sous votre contrôle, lui est dans l'idée, s'il était en charge de cette négociation, de demander une union douanière avec nous. C'est-à-dire d'être dans notre politique commerciale commune. Comme nous y avons intérêt. Nous pensons que c'est notre intérêt de négocier ensemble, au nom des Européens, ensemble d'une seule voix avec M. Trump, et pas tout seul. Les Britanniques, M. Johnson a une autre idée, je la respecte, mais nous avons la nôtre. Mais l'union douanière est ouverte, elle est possible. Voilà. Donc c'est ça le problème que nous avons dû traiter depuis 2 ans, hein, et de trouver un accord qui respecte les lignes rouges de Mme May, tout en respectant ce que nous sommes. Voilà. Et on ne va pas accepter de changer ou de fragiliser le marché unique parce que les Britanniques s'en vont. Hein. Est-ce que vous vous attendiez, pour parler familièrement, à voir la Westminster partir en vrille comme ça ? Est-ce que je suis quoi ? Est-ce que vous attendiez à voir la vie politique britannique partir comme ça Il y a une chose que je ne peux pas faire. Dans ma fonction de négociateur, c'est que je ne peux pas faire de commentaires sur la vie politique britannique. On aura essayé. Je trouve cette vie politique très stimulante. Bon. Mais je ne peux pas faire de commentaires. Je ne veux pas en faire. Parce que j'ai toujours été très respectueux des Britanniques. Je vais même ajouter, mesdames, messieurs, si vous me permettez, pour bien vous montrer le paradoxe de la mission qui est la mienne actuellement de faire ce détricotage, c'est que mon tout premier vote de citoyen, quand j'avais 21 ans, c'était au référendum que M. Pompidou avait organisé en 1972. Et les Français se sont prononcés par un vote populaire sur l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège. Et j'étais membre du parti des jeunes gaullistes. Les gaullistes étaient très sceptiques sur l'adhésion du Royaume-Uni. Le général de Gaulle avait dit des choses assez fortes à ce sujet en 1967 notamment. Vous devriez regarder sur YouTube la conférence de presse du général de Gaulle de novembre 1967, où il explique pourquoi il s'oppose à l'entrée de l'Angleterre dans le marché unique. Il est 30 minutes formidable. Mais moi, je trouve que je n'étais pas d'accord avec ça, même si je reste gaulliste, je pensais que c'était notre intérêt d'être ensemble. Donc j'ai fait campagne pour le oui. Et je n'ai jamais regretté d'avoir voté et fait campagne pour le oui au référendum de M. Pompidou. C'est ça le paradoxe aujourd'hui pour moi. Voilà. Alors, nous allons prendre 3 questions d'abord, et puis on continuera après. Alors, je crois que monsieur a levé la main le premier. Ensuite,
Une autre là-bas, et puis une dame. Voilà. J'ai demandé la permission de vous quitter vraiment à 11h30 parce voilà, que je dois faire de la route après. Hein. Olivier Leroll. Et s'il vous plaît, oui, voilà, et soyez le plus bref possible, évidemment. Ah oui. Olivier Leroll. Pardon. Vous parlez J'espère que dans votre équipe exceptionnelle, il y a de bons psychologues qui comprennent ce qui se passe entre Westminster et Downing Street. Parce que vous parlez le langage de la raison, admirablement bien d'ailleurs, mais on a le sentiment côté anglais, c'est la passion qui les amène. Et cette passion qui leur fait qu'ils nous reprochent, ou qu'ils reprochent à l'Europe plutôt, des questions sur le plan juridique ou sur le plan des normes. Et c'est d'ailleurs dans leur droit. La devise de l'Angleterre, c'est « Dieu est mon droit ». L'hymne britannique, c'est « Britannia Rule the Waves ». Est-ce que c'est sur ces deux chapitres on n'aurait pas pu travailler davantage à une solution? L'Irlande exceptée, qui est technique. Peut-être je peux parler télégraphiquement, comme ça sera plus... je me suis beaucoup posé cette question. Comment aborder cette discussion? Et puis j'ai été aussi amené à considérer et à expliquer, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, qu'on devait faire un traité. C'est-à-dire que détricoter, organiser la séparation du Royaume-Uni après 44 années d'intégration, ça doit se faire avec un traité, parce que derrière cette séparation, il y a des hommes, des femmes, 4,5 millions de citoyens qui sont inquiets pour leurs droits. Il y a 3,5 millions d'Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni, 1,5 million de Britanniques qui vivent chez nous. Quid des droits de résidence, des droits sociaux que nous avons sécurisés dans l'accord? Derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes, de l'émotion, comme je l'ai dit en Irlande, mais nous devons apporter des réponses juridiques, parce que c'est ça la négociation de la séparation. Et moi, donc, je me suis dit que, compte tenu de ce qu'est le Royaume-Uni, que vous connaissez, John, mieux que moi, de la nature de certains journaux, ça ne me protégerait pas complètement. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'être protégé, mais pour réussir cette négociation, il fallait que je m'en tienne aux faits, aux chiffres, aux réalités, hein, et que je trouve des réponses juridiques. Parce que sinon, on entrait dans quelque chose qui était plus objectif. Alors bien sûr, on peut dire qu'on est raisonnable. La raison, c'est qu'on doit faire un traité, et pas un discours. La séparation doit s'organiser à travers un traité. Sinon, on ne peut pas délivrer. Hein. Comme on dit en français, oui. Alors, monsieur... Merci. Bonjour, Monsieur Barnier. Merci pour la clarté de vos explications. Vous venez de nouveau de souligner la nécessité d'un traité. Quelles vont être les conséquences, quelles seraient les conséquences, notamment pratiques, par rapport à ce que vous avez décrit sur l'Irlande, de la partie droite de ma part de votre tableau, qui est le no deal? Le no deal, ça signifie qu'on n'a pas trouvé d'accord sur la séparation. Et donc le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord pour une séparation ordonnée. Nous sommes prêts à cette situation, que nous ne souhaitons pas. Je vais dire les choses extrêmement clairement, le no deal ne sera jamais le choix de l'Union européenne. Ce sera le choix, ça serait le choix, ce serait, je parle au conditionnel, oui, parce que j'espère toujours qu'on trouvera un accord, maintenant ou plus tard. Mais ce serait toujours le choix du Royaume-Uni, pas le nôtre. Mais nous sommes prêts. Et depuis maintenant 1 an et demi, les services de la Commission, les secteurs professionnels, les pays de l'Union européenne se sont préparés à cette situation. Nous avons prévu des mesures de contingency, comme on dit en anglais, d'urgence unilatérale pour protéger nos droits et protéger les citoyens ou les secteurs professionnels. Nous sommes prêts, y compris à intervenir financièrement pour soutenir les régions qui en auraient besoin. Mais si je puis me permettre d'ajouter, le no deal, ce n'est pas une destination. Hein. C'est une situation politique. Oui, donc il y a des conséquences à court terme, puisque s'il y a un no deal, le Royaume-Uni,
il ne reste pas là où il est. C'est ça le côté extraordinaire de cette négociation. Dans une négociation d'un accord de commerce, si vous ne réussissez pas, vous restez là où vous êtes. Dans le cas du Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne, il revient 30 ans en arrière, dans la situation de l'OMC. Et dans le cas de l'OMC, ça veut dire des tarifs sur les produits qui viennent chez nous venant du Royaume-Uni, ça veut dire des contrôles. Ça veut dire des contrôles douaniers. Et pour ça, nous nous sommes préparés. La France a recruté plus de 1000 douaniers pour le Brexit, les Pays-Bas 700, la Belgique 400, l'Irlande 1 millier. Donc nous sommes prêts. Il y aura des turbulences. Si je puis dire objectivement, elles seront beaucoup plus graves pour le Royaume-Uni pour une raison très simple, c'est que 7 à 8%, selon le sens des échanges britanniques, se font. Enfin, nous avons 7 à 8% de nos échanges avec le Royaume-Uni. Les Britanniques ont 60% de leurs échanges avec l'Union européenne. Nous prendrons des mesures obligées de contrôle. Voilà. Mais je complète ma réponse, madame, parce que c'est le même. Le no deal n'est pas une destination. On ne peut pas vivre dans un no deal permanent. Ce qui veut dire que nous devrons reconstruire, dans un autre état d'esprit, avec moins de confiance, une relation avec le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, pour la raison que je viens de dire, 55 à 60% de ces échanges se font avec nous, a besoin d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, ils vont revenir en nous demandant, comme M. Johnson l'a déjà dit, nous voulons un accord de libre-échange. On dira oui, parce que nous aussi, nous avons besoin d'un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Mais on posera les mêmes questions. L'Irlande, les citoyens, le règlement financier, qui seront des préalables à toute ouverture de négociation. No deal serait une sorte de brexiternité, en fait. Vraiment, je ne le souhaite pas. Et dans le respect de mon mandat, dans le respect des principes de l'Union européenne, en souhaitant que Boris Johnson, avec qui nous avons eu un bon contact, comprenne les raisons objectives de nos problèmes aujourd'hui, notamment pour l'Irlande, si on fait preuve de bonne volonté de part et d'autre, on devrait arriver à trouver quand même un accord dans cette phase ultime. Dominique de Geoffroy. Monsieur Barnier, moi j'ai du mal à comprendre les dernières propositions de Monsieur Johnson. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. J'aimerais savoir en quoi elles pourraient permettre éventuellement de régler, en quoi pense-t-il qu'elles pourraient permettre de régler le problème de l'Irlande du Nord. J'entends des commentateurs dire que ça va créer une frontière maritime et puis une frontière technologique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre concrètement le contenu de ces propositions. Merci. On n'a plus beaucoup de temps pour entrer dans le détail, mais dans ces propositions, M. Johnson a fait un pas en avant vers nous, que je veux marquer et qui est réel, c'est qu'il a accepté ce qui était notre première proposition, de considérer qu'il devait y avoir une unité réglementaire pour l'île d'Irlande, sur la base de la réglementation européenne. Donc pour les produits animaux, végétaux, les produits industriels, il y aura une unité réglementaire, ce qui veut dire qu'il y a effectivement un certain nombre de contrôles qui doivent se faire, il l'accepte, entre le Royaume-Uni et dans le Royaume-Uni, entre l'Angleterre, Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. C'est là le premier point que vous avez fait, c'est-à-dire des contrôles dans la mer, à l'entrée de l'île. Par exemple, je le disais tout à l'heure, ça paraît évident, mais il fallait encore qu'il l'accepte, que des animaux arrivant vivants ou des produits d'origine animale venant de Grande-Bretagne en Irlande du Nord soient contrôlés. Ça, c'est le contrôle dans la mer. En même temps, il dit l'Irlande du Nord doit continuer à faire partie de notre territoire douanier britannique. Donc ça veut dire qu'il y a en Irlande 2 territoires douaniers différents. Le nôtre, marché unique avec l'Irlande, et le marché unique et le marché britannique. Et il n'y a pas d'exemple où il n'y a pas de contrôle entre 2 territoires douaniers limitrophes dans le monde. Il n'y a pas d'exemple. Donc c'est là où on a cette idée d'une frontière qu'il assume, douanière, sur l'île d'Irlande, et sans nous dire comment. Il parle de technologie. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ces sujets. Peut-être qu'on va y arriver dans le temps. On est prêt à y travailler. Je suis prêt à... C'était l'idée du backstop. Aussi longtemps qu'on ne trouve pas de solution de cette nature pour éviter des frontières, le Royaume-Uni reste dans notre territoire douanier. Ça peut être l'Irlande du Nord qui reste dans notre territoire douanier, seulement. C'était notre première proposition. On peut y revenir, et elle est toujours valable. Mais on avait trouvé ce backstop qui était une sorte d'assurance
un filet de sécurité. Aussi longtemps qu'on n'a pas la réponse technologique, ce qu'on appelle en anglais les alternative arrangements, on a cette sécurité. Et c'est ça que M. Johnson remet en cause. Et donc voilà. Et donc ça veut dire effectivement qu'il y a dans cette proposition une frontière douanière en Irlande, quelque part, et puis il y a des contrôles dans la mer à l'entrée de l'île en Irlande du Nord. Et ça, ce n'est pas conforme aux engagements que nous avions pris tous ensemble, qu'il y ait une frictionless relation en Irlande, pas de friction dans l'île d'Irlande, All Ireland Economy, une économie unique et homogène, et pas de frontières. Hein. Voilà. Valérie Clément. Monsieur Barnier, en cas de no deal, est-ce que le traité qui avait été négocié sera tout de même utile ? Et dans quel délai on pourrait espérer avoir des accords, puisque en cas de no deal, les entreprises et les citoyens vont être dans l'incertitude ou en tout cas dans des difficultés. Et à votre avis, combien de temps il faudra pour avoir de nouveaux accords avec l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni ? Encore une fois, madame, je ne souhaite vraiment pas cette situation de no deal, mais nous y sommes prêts. Et tout le travail que nous avons fait, comme un travail objectif sur les problèmes, s'il n'y a pas de deal, les problèmes ne sont pas réglés. Hein. Ni pour les citoyens, ni pour les entreprises, ni pour tous les fromages et les vins, ni pour tout, rien, pour rien. Les problèmes restent là, donc il faut les traiter autrement. Et donc comme nous avons trouvé avec les Britanniques, je dis bien avec les Britanniques, des réponses juridiques, ces réponses, elles sont toujours utilisables. Hein. Après, quel est le temps ? Nous devrons réouvrir des négociations dans un autre état d'esprit, puisqu'il y aura une rupture, il y aura moins de confiance. Moi, je souhaite un deal parce que je sais que c'est la bonne base de discussion pour créer de la confiance entre le Royaume-Uni et nous et aboutir à la future relation dans de meilleures conditions. S'il n'y a pas de confiance parce qu'il n'y a pas eu de deal, on est dans un état d'esprit plus négatif. Mais néanmoins, il faudra réouvrir des négociations. Et nous poserons les mêmes questions préalables. Nous devons trouver des solutions en Irlande, nous devons sécuriser les droits des citoyens et nous demandons aux Britanniques de payer, non pas un chèque, non pas un exit bill, de payer les engagements qu'ils ont pris à l'égard de l'Union européenne. Je dis ça juste en passant. Le budget européen, il est construit tous les 7 ans, contrairement au budget de la France, qui est annuel. Tous les 7 ans, les 28 gouvernements, les 28 parlements nationaux se mettent d'accord sur des politiques pour 7 ans et sur le budget pour payer ces politiques. On a demandé aux Britanniques, et qui ont accepté avec Mme May, que tout ce qui a été décidé à 28 soit payé à 28, jusqu'au bout. Bon. Tout ça, ça reste en suspens s'il n'y a pas d'accord. Donc il faudra qu'on le règle de toute façon. Mais on engagera des négociations dans le cas d'un no deal, avec ces préalables, très vite. Nous sommes prêts, et on fera des accords plus ou moins rapides selon, par exemple, l'accord de libre-échange. Il faudra qu'on le fasse très vite, parce que ça sera notre intérêt commun d'avoir un accord de libre-échange. Voilà, dernière et les question, citoyens aussi. Je crois, ici, monsieur. Voilà. Jean-Luc Truel, médecin et médiateur. Je voulais vous dire merci. Ça, ce sont des qualités utiles pour... Peut-être vous pouvez le prendre dans votre équipe. Je voulais vous dire merci et vous dire que quand je vois le travail que vous avez accompli, l'esprit dans lequel vous l'avez fait, et avec les résultats que vous avez obtenus dans l'union des 27, je suis sûr que dans l'avenir, il y aura des traces positives. Bon. Il y aura des traces positives. Merci, monsieur. Je crois qu'on a le temps, du coup, de prendre une autre question ici. Bonjour, monsieur Barnier. Je m'appelle Christophe Lemarié. On a beaucoup parlé de Brexit et de no deal. Je voudrais parler de maintien, de Remain. Le Parti libéral-démocrate est favorable au maintien, le Parti nationaliste écossais aussi, une bonne partie de l'électorat travailliste, une minorité non négligeable même, je pense, de l'électorat conservateur. Alors la question s'adresse peut-être aussi à M. Johnson. Peut-on imaginer demain, après des élections, un gouvernement de coalition favorable au maintien? Et si oui, est-ce possible ou bien est-ce trop tard? Le Brexit est engagé et il est inéluctable. Alors malheureusement, M. Johnson n'est pas là, donc vous allez répondre. Oui, vous pouvez poser la question à M. Johnson. mais encore une fois, avec la réserve que j'ai dite à Sylvie tout à l'heure, qui est de je ne veux pas faire de commentaires sur la politique britannique, je ne vais pas exprimer d'opinion, même si j'ai une idée ou un sentiment. J'entends les partis politiques, j'ai d'ailleurs tous reçus. J'ai reçu le DUP nord-irlandais, j'ai reçu 4 fois M. Corbyn, j'ai reçu
le SNP, la première ministre d'Écosse, la première ministre de Wales. J'ai vu tout le monde. Ma porte est toujours... Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc ce que j'entends, c'est que le Parti travailliste et d'autres disent nous voulons des élections générales. Dans ces élections, nous proposerons, si nous gagnons, de renégocier un accord avec l'Europe, qui pourra de toute façon être assez comparable à ce qui est sur la table, hein, puisque nous avons encore une fois trouvé des réponses objectives et réalistes aux vrais problèmes. Donc on ne va pas inventer quelque chose de nouveau. Et dans ce cas-là, nous soumettrons à un référendum cet accord. Voilà ce que dit le Parti travailliste, c'est tout ce que je peux dire. Tant qu'ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas sortis. Hein. Le jour où le Brexit se produit, s'il se produit avec un deal, pendant un temps de transition qui est aujourd'hui de 14 mois, mais qui peut être prolongé d'1 an ou 2 ans, il reste dans le marché unique et dans l'union douanière. Donc, je vais être plus précis. Aujourd'hui, ils ne sont pas sortis. Tant qu'ils ne sont pas sortis, ils peuvent rester. S'ils sortent avec un accord, il y a une période de transition dans laquelle ils restent pendant un certain temps limité, 14 mois maintenant jusqu'à fin 2020, prolongeable 1 an ou 2. Ils restent dans le marché unique et dans l'union douanière, dans laquelle ils peuvent rester aussi. S'ils sortent de tout, ils sortent de tout. Voilà, là, ce sont des faits objectifs. Alors, là, je voudrais m'adresser, pour terminer, non pas aux négociateurs, mais à l'homme politique, avec toute l'expérience que vous avez. On est quand même face, en Grande-Bretagne et ailleurs, à une crise démocratique très profonde, à un blocage des institutions démocratiques. Est-ce que l'élection, finalement, reste la solution ultime? Parce qu'on dit beaucoup en ce moment, il faut que les Britanniques retournent devant les électeurs. Certains dirigeants le disent. Mais on a l'impression que même avec des élections, maintenant, nos systèmes de décision démocratique sont bloqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, dans une démocratie, qu'elle soit parlementaire ou présidentielle, comme chez nous, l'élection reste la clé, hein, qui ouvre les portes ou qui les ferme. Mais enfin, c'est la démocratie, c'est le vote populaire. Après, c'est d'autres questions de savoir ce qui se passe entre les élections. Hein, c'est-à-dire le besoin de débat. Moi, je pense que, notamment avec les nouveaux réseaux, Internet, les hommes politiques doivent changer, doivent vivre avec leur temps et pas le temps d'avant. On ne fait plus la politique dans des préaux, mais on doit débattre avec les citoyens. Hein. Je trouve assez important que le président de la République prenne ce temps pour aller débattre, comme il l'a dit hier soir, y compris au risque de se faire engueuler. Ça nous est tous arrivé, ça. Hein. Mais c'est important qu'entre des élections, il y ait un débat, notamment dans les grandes décisions. Et ça touche le problème du Brexit et de notre rapport avec l'Europe. Est-ce qu'il est normal, moi je ne le pense pas, que dans un pays comme le nôtre, je ne parle pas du Royaume-Uni, mais c'est à peu près la même chose, on ne parle de l'Europe, on ne vous parle de l'Europe qu'au moment des élections européennes, et encore, on ne peut pas dire que ce soit formidable, ou quand il y a une crise, la vache folle, ou un référendum, ou une guerre. Est-ce qu'il est normal que sur des sujets qui intéressent la vie quotidienne des gens, je l'ai dit tout à l'heure, les normes, les standards, les lois, les protections, les droits sont maintenant pour une large part élaborés, pas par les autres, sans nous, par nous, avec les autres au niveau européen. Est-ce que tout ça ne mérite pas un débat plus permanent, même s'il est compliqué ou parce qu'il est compliqué, au contraire? Quand j'étais ministre des Affaires européennes en 1995, avec Jacques Chirac qui m'avait nommé, j'ai lancé, un peu de manière un peu comme ça, héroïque, un dialogue national pour l'Europe. Monsieur Delevoye, d'ailleurs, la présidente des agriculteurs aujourd'hui, et puis un homme que j'aimais beaucoup, qui était Hubert Curien, ancien ministre de la Recherche, étaient les grands témoins de ce débat. Et toutes les semaines, j'allais dans une région, le jeudi, parfois avec des commissaires, des députés, des ambassadeurs, parler de l'Europe. Et dans des salles comme ça, on parlait brièvement, et puis après, les gens posaient des questions et on débattait, etc. Et j'ai vraiment passé de bons moments, et parfois difficiles. Et je me suis aperçu que l'Europe inquiète les gens, mais l'intéresse les gens. Donc il n'y a aucune raison de ne pas faire du débat permanent. Voilà. À l'époque, il y a un ministre du gouvernement que je ne citerai pas par charité chrétienne, bien que la charité chrétienne, en ce qui le concerne, bon, bref, qui m'avait dit, mon pauvre ami, avec un peu de condescendance, tu vas parler de l'Europe avec les gens, mais tu vas perdre ton temps.
l'Europe, c'est trop compliqué pour qu'on en parle avec les gens. Et moi, je pense que le peuple est plus intelligent que certains hommes politiques ou femmes politiques ne le pensent. Voilà ce que je pense. Bravo, je crois que ça sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci beaucoup. Je vais prendre une minute parce que je dois vous quitter. J'ai promis à ma femme de la rejoindre, donc je fais attention. C'est une bonne décision. Mais d'abord, monsieur, merci de votre jugement. Moi, je me suis toujours fait une certaine idée de la politique depuis que je me suis engagé, et de mon pays et de l'Europe. Donc, je vais rester fidèle à l'âge qui est le mien à cette idée-là. Et c'est comme ça que j'ai travaillé depuis. Nous n'en avons pas parlé parce que vous ne m'avez pas interrogé, mais je vais quand même dire un mot des leçons du Brexit. Parce qu'il faut réfléchir, écouter, comprendre pourquoi il y a eu ce vote au Royaume-Uni, pourquoi on a des votes extrêmes de gauche ou de droite, souvent organisés contre l'Europe dans notre pays. Je me suis intéressé par exemple aux raisons socio-culturelles ou socio-économiques qui expliquent que dans certaines régions de France, Madame Le Pen recueille 45-48% des votes. Il ne suffit pas de dire le populisme, elle dit n'importe quoi, ça ne suffit pas. Il y a des raisons de fond. Bien sûr, il y a au Royaume-Uni comme chez nous, il y a des raisons historiques, culturelles, spécifiques. Des gens qui pensent qu'on peut mieux se défendre dans le monde tout seul qu'ensemble. Très bien. Mais il y a d'autres raisons. Le populisme, si on veut le combattre, il faut d'abord combattre les raisons qui sont liées à une colère sociale, au sentiment d'être abandonné, au sentiment de ne pas être protégé. Dans les raisons que j'évoquais du vote de Mme Le Pen, il y a des études qui ont été faites, y compris dans votre journal, qui expliquent les 4 courbes qui se suivent du vote d'extrême droite. La courbe du vote, qui suit la courbe du chômage, qui suit la courbe qui indique la distance de votre maison à un médecin, et qui suit une 4e courbe, la distance de votre maison à une gare. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire, si on ne répond pas à ça au niveau local, les circuits courts, régional, les transports publics, au niveau local aussi ou départemental, les services médicaux regroupés, mutualisés, au niveau national par une politique industrielle, au niveau européen par moins de naïveté. Il y a des réponses à tous les niveaux, mais si on ne répond pas, c'est qu'on n'a pas compris. Alors bien sûr, actuellement, peut-être est-ce un des aspects de cette négociation que tout le monde comprend mieux que ça a beaucoup d'inconvénients de quitter l'Union européenne. En tout cas, ce n'est pas simple. Et on entend moins Mme Le Pen ou des Italiens ou d'autres dire on va quitter nous aussi l'Europe. On l'entend moins. Mais il faut faire attention. Il faut répondre à la colère sociale qui s'exprime. Chez nous, ça a été les gilets jaunes d'une certaine manière, mais je recommande de faire très attention. Et ça, dans mon background, dans ma responsabilité d'homme politique, j'ai ça aussi en tête. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Merci à vous.